vous pouvez me raconter votre histoire. Vous êtes né en quelle année? Alors, moi, je suis né en 1922 dans un village à 4 km d'ici. D'accord. Bon. Mes parents étaient ouvriers, hein. Et puis, ouvriers, enfin des classes du départ, hein. C'était pas... il n'était pas cultivateur, il possédait pas, ils avaient une maison, mais ils ne possédaient pas toute une ferme, vous voyez. J'étais un des pauvres du village, hein. Bon, ben, j'ai fait mes études au village, et en même Qui s'appelle temps, comment ce village? ce qu'on faisait quand même, je me suis beaucoup rapproché de la religion protestante. J'avais un pasteur qui était beaucoup plus âgé, mais du fait de mon tempérament, je m'entendais très bien avec lui. Il s'occupait du musée en plus. Il était conservateur au musée de Belfort. Il m'emmenait avec lui. On allait dans des carrières pour chercher des fossiles. Enfin, tu vois, pardon, j'ai vu... avec lui, j'ai commencé à m'intéresser. Voilà. Bon, en plus de ça, on avait quand même un ménage d'instituteurs qui était, je pense, pour moi, comme dans le temps, qui nous ont bien gérés, qui nous ont bien conditionnés. Voilà. À tel point que le soir, quand on s'amusait dans le village, on faisait du bruit, un coup de sifflet de l'instituteur, on disait ça y est, il faut qu'on arrête. Hein, parce que, vous voyez, l'ambiance a été... Bon, j'ai passé mon certificat d'études et je suis la région. Peugeot était en pleine expansion. Et à l'usine Peugeot, ils avaient formé une école d'apprentissage. Alors, il y a eu des circonstances, mais enfin, je suis allé à l'école d'apprentissage Peugeot. D'accord. Alors, l'école d'apprentissage, c'est beaucoup de travail pratique, vous savez, depuis la forge, faire ses outils, enfin, vous voyez, reprendre encore un peu depuis cette période-là, mais pas de langue, presque pas de français. Bon, il y en avait, mais pas beaucoup, quoi. Mais c'est surtout formé au point de vue technique. Bon, j'ai passé mon CAP et puis j'ai commencé à travailler chez Peugeot. Donc en tant que mécanicien? En tant que j'étais ajusteur, il y avait différentes classifications. J'étais ajusteur et j'ai commencé à travailler comme ajusteur chez Peugeot. Et j'ai quand même été remarqué, je ne sais pas pourquoi, quand je suis arrivé dans le service, je pense qu'on a vu que j'étais assez sérieux, on m'a déjà fait faire des stages, tout de suite. Et puis après, c'était juste avant la guerre, ça. Ils ont formé une école de cadres, l'usine Peugeot, pour la formation des cadres. J'étais jeune, hein, j'avais 17 ans. Et j'allais donc en formation, mais c'était un jour toutes les 2 semaines, je crois, oui. Mais j'étais quand même un des seuls qui avait été sorti de l'ensemble pour faire une formation. Bon, la guerre est venue. Bon, il a fallu évacuer à l'avance des Allemands. Les jeunes de mon âge, on partait, parce qu'on nous disait que les Allemands arrêteraient les jeunes, enfin... Bon, je suis parti, moi, en voiture, parce que Peugeot avait, comment je pourrais dire, moi, décalé des fabrications à Bordeaux. D'accord. Alors ils nous envoyaient à Bordeaux, ceux qui avaient leur permis même, hein, qu'à prendre une voiture et puis partir. Moi, je n'avais pas mon permis. Hein. Mais j'avais mon parrain qui travaillait là-bas, et puis je suis parti avec lui. On est parti le 15 juin, tout juste. On est parti, il a déjà fallu éviter Besançon. Quand on a voulu partir pour Bordeaux, il a fallu passer par Pontarlier et puis éviter toute
le Doubs, enfin en principe. Hein. On est allé, Parce que là, il y avait les Allemands. Il y avait déjà les Allemands. Les Allemands allaient plus vite que nous, si vous voulez. Alors on a couché à Autun, dans un château, je me rappelle, on couchait dans la cave. Il y avait les rats qui nous couchaient encore dessus. Mais il y avait quand même ma marraine, elle couchait quand même dans les chambres de bonne avec son... Parce qu'il avait un an, leur enfant. Hein. D'accord. Elle est partie à 3. Hein. Vous êtes partis à 3, donc vous? Mon parrain, ma marraine, et puis leur petit-fils, et puis moi. Alors, on a repris la route. Donc l'idée de ce trajet-là, c'était de fuir les Allemands et de... De rejoindre. On avait donc, nous, un ordre de mission. On devait rejoindre l'usine à Bordeaux. Hein. D'accord. Mais ça allait tellement vite que quand on est arrivé presque en Auvergne, là, vers Tulle, on a pu rouler jusque-là, on est reparti à 4 heures du matin. Il a fallu qu'on se lève parce que les Allemands arrivaient à Autun à 4 heures du matin, il a fallu qu'on reparte. Vous voyez, c'est pour dire qu'on était juste devant. La troupe française qui évacuait, qui partait vers le bas, qui évacuait, barre la route, impossible de continuer. Et il nous envoie à Memax et au plateau de Miloche, là, on arrive là en tant que réfugiés. Et là, ils nous ont placés dans un village, chez des personnes, où on est resté plus de 3 mois, là. Coupé de tout, puisque la poste ne marchait pas, enfin coupé de tout, jusqu'au moment où il y a eu des accords, parce qu'ici, on est en zone interdite. Donc, c'était déjà difficile de rentrer en zone occupée. Puis après, il y a la zone interdite. Mais l'usine Peugeot, on a réussi par nos parents à leur donner notre adresse et nous a envoyé donc un ordre de mission pour rentrer. Je suis rentré à Sochaux. Bon, on est rentré, on était parti donc le 15 juin. Je suis parti on est rentré courant octobre. Quoi. Mais donc rentré où exactement alors? On est revenu chez nous. Ah, vous avez fait... En fait, vous n'êtes jamais arrivé à Bordeaux? On n'est jamais arrivé à Bordeaux. On est resté là-bas, dans la Corrèze, puis après dans la Creuse. On était des réfugiés, sans contexte, sans rien. Vous savez, il n'y avait pas de poste de radio, il n'y avait rien à ce moment-là. Mais comment vous avez subsisté? Comment vous avez... On a subsisté, on était des réfugiés. On nous avait mis dans une famille, on vivait avec eux, et puis mon parrain, ma marraine avaient un peu d'argent. Moi, j'avais pas grand-chose, mais eux avaient un peu. Alors, on a changé une fois parce qu'on était obligé de changer, mais là, je me suis embauché dans une ferme. Et puis, je leur ramenais à manger, moi, je allais travailler. On était dans une maison dans une forêt, dans une maison de garde forestier qui était vide, on était là, puis j'allais travailler dans une ferme, là je ramenais le beurre, je ramenais le lait, et puis... Voilà. Et donc vous avez pas réussi à aller jusqu'à Bordeaux, pourquoi? Quelle est la raison principale? En fait, c'est simplement... Simplement, on nous a bloqué la route. Bon, et puis après, la France a été occupée. Ok. Donc ça a été fini, quoi. D'accord. Ouais. Et après, revenu ici, du coup, vous avez fait marche arrière, en fait, demi-tour. On a fait marche arrière, donc ça fait 4 mois après, 4 mois après, pour revenir travailler à l'usine Peugeot, qui travaillait pour les Allemands. Oui, parce que du coup, l'usine avait été occupée ici, maintenant c'était les Allemands qui étaient aux commandes de l'usine, j'imagine. Voilà, ils utilisaient l'usine, hein, qui faisait des pièces, on faisait quand des camionnettes, on faisait des obus, on faisait des patins de char, enfin vous voyez tout ça. C'est quoi, des patins de char? Des patins de char. Ah oui, d'accord. De char, oui, des patins de char. Oui. Des patins de char, d'accord. Des fabrications qui avaient été données pour travailler pour l'Allemagne, quoi. Et idéologiquement, vous, à cette époque-là, vous baignez dans quoi vous étiez, par votre éducation ou de par... Attendez, je reviens un petit peu. J'étais chez Peugeot, donc on m'a fait faire des stages. Et en plus, j'ai passé en cours du soir
en plus de mon travail, j'ai passé un CAP de dessinateur industriel. D'accord. Le CAP de dessinateur. Et ça s'est trouvé à un moment donné. Moi, au moment où on est parti, je travaillais dans le bureau de dessin. Vous voyez, j'avais quitté l'atelier. Je ne peux pas raconter tout, mais c'est une promotion continuelle, si vous voulez. Alors, j'étais parti en tant que dessinateur. Quand je suis revenu, j'ai retrouvé ma place de dessinateur. Voilà. Et votre famille, je ne sais pas si vous avez des frères et des sœurs. Vous avez des frères et des sœurs? J'ai des sœurs, oui. D'accord. J'ai des sœurs, Okay. et puis mon père qui était ouvrier. Ouais. Et dans votre milieu familial, j'imagine que l'Allemagne, c'était... Alors, le milieu familial était contre l'Allemagne, était contre l'occupation en tout cas. Mon père avait fait quand même la guerre de 14. Il a fait 7 ans de militaire parce qu'il avait fait 2 ans de militaire. Il a fait 4 ans de guerre, puis après 2 ans d'occupation. Vous voyez, ça lui faisait presque 8 ans. Alors il était... Ouais. On écoutait la radio, parce qu'on était un des rares dans le village, même à avoir un poste radio à cette époque-là. On écoutait la radio, on écoutait Payot en Suisse, la radio suisse, et puis on écoutait l'Angleterre, Londres. Alors on était dans cette ambiance. Bon. En étant dans cette ambiance, aussi, ce que moi, assez engagé dans l'église protestante, on avait gardé, pas dans ma paroisse, mais dans une autre paroisse à Sochaux, on avait gardé des réunions. Il y avait des groupes de jeunesse d'église. D'accord. Alors, qui étaient interdits, mais malgré tout, on y allait. Et là, on était au courant aussi parce qu'on avait un pasteur suisse qui nous parlait un peu de l'évolution, à ce moment-là, de l'évolution de toute la guerre. Hein. Et dans un esprit de résistance. Et j'ai fait des camps de vacances avec ces unions, les éclaireurs, les unions, où on était en contact avec des pasteurs qui rentraient dans la résistance. D'accord. Alors en 1942, moi j'ai pris contact avec un pasteur, un autre, pas le mien, mais un autre qui s'occupait de la résistance, et je me suis engagé dans la résistance en 1942. Alors naturellement, à ce moment-là, il y avait déjà des pylônes qui sautaient, il y avait déjà trop. Enfin là, j'étais à disposition. Je n'étais pas encore, comment je pourrais dire, utilisé, j'étais à disposition. Mais je me suis engagé aux vacances 42 dans la résistance. C'est une rencontre qui a fait que vous vous êtes engagé dans la résistance? Il y a eu un déclic particulier? Parce que c'est quand même... faut voir ce que ça représente à cette époque-là de s'engager dans la résistance. Je sais bien. Et puis il faut voir un petit peu aussi, mais vous comprenez, on était au courant quand même de ce qui se passait, les problèmes juifs. Hein, tous les juifs qui étaient éliminés par tous les professeurs qui étaient renvoyés, enfin on était quand même au courant de tout ça. Et puis on supportait mal comment je pourrais dire, l'occupation. Ça voulait dire quoi, l'occupation au quotidien, ouais? Bon, c'était pas grave quand même. Enfin, il y avait le couvre-feu, il y avait... vous voyez bien, et puis quand on sortait, bon, partout on allait retrouver les Allemands. Pour nous, les jeunes, en tout cas, c'est difficile. Et mes parents ont toujours été dans cette ambiance anti-nazi, si vous voulez. Hein. Mais eux devaient mesurer les risques que ça entraînait pour vous. Ils étaient au courant que vous avez rejoint? Je n'ai rien fait sans leur avis. Et ils vous soutenaient en sachant que vous risquiez d'être condamné à mort, et etc. Quand je me suis engagé, je leur ai dit, ils n'ont jamais été contre. Hein? Et j'étais, à cette époque, un des seuls de tous les jeunes que je connaissais dans l'entourage que j'avais.
Il y en avait que je connaissais à l'usine, mais de ceux que je connaissais dans mon village, il n'y en avait pas qui étaient engagés. Il y avait que moi qui avait pris un engagement. Ils vous ont pas encouragé, mais quand vous leur avez dit, ils ont rien... Voilà. Ils vous ont pas dit, fais attention, t'es fou. Oh non. Toute la famille était résistante, mettons. Malgré qu'on avait les Allemands qui couchaient chez nous. Hein. Qui couchaient chez vous, ça veut dire quoi? Oui, dans des chambres, oui. Mais chez vous, dans votre maison? Oui. Attendez, expliquez-moi ça. Je comprends pas. Et on écoutait Radio Londres avec la télévision qu'on aurait plus dû avoir parce qu'il serait le déposer. Elle était sous une petite table avec du tissu autour. Et puis on écoutait ça, puis il y avait les Allemands qui logeaient. Oui. Mais ça paraît fou, parce qu'en fait les Allemands, c'est vrai que finalement ils logeaient, et en fait ils réquisitionnaient des chambres chez les habitants, c'est ça qui se passait? Pour que je comprenne. Oui, mais enfin, eux, ces Allemands-là, ils combattaient pas, ils étaient en occupation. Oui. Ils étaient en occupation. C'était pas l'armée, c'est l'armée, mais enfin... Ils étaient comment? C'est-à-dire qu'un jour, vous avez eu des gens qui ont dit bonjour, on doit dormir chez vous, on est les Allemands. Oui, et puis on parlait avec eux, oui. Et alors, ils étaient comment ces gens-là? Vous avez... On ne faisait pas de commentaires sur les problèmes, on ne disait pas qu'on écoutait les amis. Mais ils avaient pas l'air de dangereux sanguinaires. Non, c'était des soldats. C'était pas les nazis, c'était des soldats. Mais on a du mal à faire la part de ça aussi, parce que on a l'impression que tout était nazi finalement, toute l'armée allemande. C'est quand même pas le cas. Moi je me rappelle, je connaissais déjà mon épouse, mais vous savez, on se fréquentait copain. Hein. J'étais chez elle un jour, sa maman jouait de l'harmonium et jouait un cantique. Il est passé des soldats allemands devant, ils sont venus, ils ont venu à la fenêtre, et puis ils ont dit continuez, parce que pour eux, ils entendaient, vous voyez, c'est ça qui est très difficile à faire passer. On vivait quand même. Moins de liberté, il fallait, quand on circulait la nuit, quand je partais travailler très tôt, il fallait une toute petite lampe, vous savez, il fallait que la lampe elle soit fermée avec simplement une petite fente pour voir, des choses un peu particulières. Et puis à partir de telle heure, il ne fallait plus circuler. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient toute la journée, ces Allemands en occupation? Ils étaient en occupation, c'était là, oui. Ouais. Rien de particulier, quoi. Non. Et la montée de l'antisémitisme, vous l'avez... vous aviez des amis juifs, vous l'avez vu, ça? Je ne l'ai pas vécu parce qu'on ne connaissait pas beaucoup de juifs. On n'en connaissait pas. On en connaissait certains parce qu'ils vendaient beaucoup d'habits à ce moment-là. Ils étaient ailleurs. On s'habillait avec eux, par exemple. Moi, je me rappelle quand j'étais gosse, c'est eux qui passaient, puis ils nous habillaient. Mais autrement, on ne connaissait pas. Mais par les informations que j'avais, par la radio, et puis par les réunions qu'on avait, on savait que tous les professeurs avaient été renvoyés. Enfin, il y en a qui étaient... Vous savez, on a su ça, quoi. Mais qu'ils étaient déportés, vous le saviez aussi? Ah non, mais on ne savait pas qu'ils étaient déportés. Ça, la déportation, moi, je n'ai jamais su qu'en arrivant. Ah oui, là-bas. d'accord. Non, ça, on ne savait pas. Et pareil pour les tziganes ou d'autres minorités, il y a des choses comme ça que vous... Enfin, je ne sais pas si vous en connaissiez ou si vous avez vécu ça, si vous avez vu ça. Si vous avez vécu les discriminations en fait envers les minorités des nazis, si vous avez des histoires par rapport à ça ou pas spécialement? Pas vraiment à cette époque-là, non. D'accord. Non, il y en a qui étaient arrêtés, mais c'est ceux qui étaient en action.
Hein, moi, j'ai des camarades, un ou deux camarades qui avaient été arrêtés, mais parce qu'ils avaient fait sauter les rails, parce qu'ils se sont fait prendre. Enfin, vous voyez, ils faisaient sauter des pylônes, mais moi, j'ai jamais participé à ça. Malgré que je faisais partie, le groupe où je faisais partie, on était inscrits pour la suite. Alors vous allez me raconter ça. Juste une chose. Alors, la suite. Quand le maréchal Pétain, du coup, c'est-à-dire a décrété que finalement... tout au début, moi, le maréchal, j'avais 18 ans, moi, j'étais pas quand même pas d'idée particulière. Hein, le maréchal Pétain, oui, c'est difficile parce que on n'avait quand même pas d'informations, on vivait à la campagne, les informations qu'on avait, vous voyez, on est forcément, mes parents ni moi n'étaient pas pétinistes. Hein, on était contre le nazisme et puis c'est tout. Oui. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de monde... Mais il y a beaucoup de monde qui était pour Pétain. Beaucoup. Hein, parce qu'il faut prendre le début, puis il faut voir l'évolution, comment ça a fait aussi. Hein. Parce qu'au début, il y en a qui ont été d'accord que de signer un armistice pour arrêter les Allemands, signer un armistice, mais après, il y a tous les engagements qu'il a pris, alors là, il y a eu des réactions. Ah oui. Oui, au début, il n'a pas tout de suite été dans la collaboration. Il a arrêté la guerre, Mais tout de suite après, il y a eu... ça a été une autre politique, hein. Ça n'a plus été la République. Hein. Et donc dans la résistance, vous Alors, me disiez, est-ce qu'il y a eu un... Donc le déclic pour vous, pour rentrer dans la résistance, c'est ce pasteur dont vous me parliez, c'est ça? C'est quelqu'un qui... Oui. Comment ça s'est fait? À quel moment vous vous êtes dit, ok, j'y vais? Eh bien nous, moi j'ai fait un camp de vacances avec certains, c'était ce pasteur, et puis il nous a mis devant les problèmes, en disant, on ne peut pas rester sans rien faire, il faut faire, il n'y a pas de raison qu'on n'aide pas les Américains, qu'on n'aide pas ces gens-là qui veulent nous délivrer, il faut quand même les aider. Ouais, oui. Donc c'est lui qui vous a proposé de rentrer dans la résistance. Oui, voilà. Et ce jour-là, tous ceux qui étaient autour ont rejoint la résistance. J'étais à disposition de... Voilà. Bon, alors... Et alors ensuite, ouais. Quelque chose qui est extrêmement important, c'est qu'à l'usine, on travaillait donc quand même pour les Allemands à l'usine. Mais il était paru une loi, c'était sur une demande des Allemands, les 3 classes dont je faisais partie, la classe 21, 22, 23, ils ont demandé à l'usine, ceux qui travaillaient, d'aller travailler en Allemagne. C'est le STO, c'est ça? Non, pas encore. Avant le STO, bien avant le STO. Alors, on nous a convoqués à l'usine, puis on nous a fourni des contrats pour travailler en Allemagne. Bon. On a beaucoup hésité. Je dis on a beaucoup hésité. Et puis moi j'en ai parlé avec mes parents, j'ai vu donc avec mon responsable de résistance, et j'ai dit je ne pars pas. Mais la plupart de mes camarades, sont partis. Ils sont partis travailler en Allemagne. Travailler où, vous saviez? En Allemagne, à Kassel, oui. Ah, où ça? À Kassel. Kassel. Oui, c'est au nord de l'Allemagne, nord-ouest. Ils sont partis travailler là-bas. Bon, alors, mais ça s'est bien passé pour moi parce que l'usine m'a quand même gardé. Ils sont partis, mais moi je me suis représenté au travail, puis ça m'ont gardé. Bon. J'ai une petite question. 2 mois après... Ouais. Vous aviez le droit de refuser? C'est ça qui paraît étonnant. Et sur quel motif? Parce que... Ils ont donné des contrats, il y en a avec les contrats qui sont partis. Moi, le contrat, je ne suis pas parti. Mais vous avez dit, je ne signe pas. J'ai continué à travailler. Mais 2 mois après, on me rappelle et on me redonne un nouveau contrat. J'ai dit, je n'en veux pas, je ne pars pas. Alors on me dit, si tu ne pars pas, nous,
fais ce que tu veux, mais tu ne peux plus venir travailler. Mais ça, c'est les Allemands qui vous disent ça. Non, les Français. D'accord. Mais c'était sur demande des Allemands et c'était à l'intérieur d'usines. Alors j'ai dit non, je pars pas. Bon, alors on ne te connaît plus. On m'a réglé mon compte, puis je suis resté à la maison sans rien faire. Bon. Et personne ne vous a cherché, vous n'avez pas un Allemand qui a frappé à la porte un jour? Il n'y a pas eu de problème. Mais 3 semaines après, le service du STO. Alors le service du STO, je ne pouvais pas passer à côté. Il a fallu que je passe les visites, parce que j'habitais dans une commune, ça a été recensé au point de vue communal, au point de vue, bon, alors j'étais recensé, je suis allé passer les visites médicales, passer tout ce qu'il fallait, j'ai reconnu bon pour le service. Alors STO, juste pour réexpliquer ce que c'est le STO, donc c'est la France qui décide de livrer quelque part, en tout cas, un quota, je ne sais plus lequel, tous ceux de tel âge devaient partir travailler en Allemagne. Mais c'était un problème national. Alors qu'au début, c'était interne au point de vue des industries, si vous voulez. Je crois qu'au début, ils ont essayé de faire du volontariat, mais ça n'a pas trop bien... Non, ça n'a pas marché. C'est pourquoi le volontariat, malgré toutes les promesses qu'ils voulaient faire, ils disaient quand un travailleur va là-bas, on va lâcher des prisonniers. Enfin, vous voyez, mais non. Oui, pour un travail. Si vous y allez, on relâchera des prisonniers, alors, il y a eu etc. une loi du STO pour envoyer. Bon, mais là, du coup, vous êtes cuit. Oui et non. Alors, je suis allé voir, moi j'avais mon contrat, je suis allé voir un peu comment ça se passait, les départs. Alors les départs, c'était des trains qui arrivaient depuis cette ligne ici, depuis le midi, qui était passé Lyon, Besançon. Puis... Alors, quand les trains arrivaient, il y avait des soldats allemands tout le long des quais, pour que ceux qui étaient montés avant ne redescendent pas du train. De chaque côté du train, il y avait des sentinelles. Bon, j'ai regardé, j'ai vu les copains partir, j'allais voir, mais en restant à l'extérieur de la gare. Et puis, j'ai vu le problème avec mon responsable de résistance. Et puis, j'ai dit, j'ai vraiment pas envie de partir, mais il y avait à ce moment-là des menaces. Ceux qui ne partiraient pas, qu'on arrêterait un frère ou dans la famille, il y aurait des répercussions dans les familles. Des représailles. Des représailles, bon. Alors, il m'a dit, bon, écoute, on peut s'arranger. Alors, si tu fais un faux départ, j'ai fait un faux départ. Je me suis présenté à la gare, en m'excusant d'être un mois en retard. À la gare ils m'ont dit, le principal, c'est que vous partiez. Bon. J'ai touché la prime, j'ai touché, je crois, une paire de chaussures, enfin des bricoles, quoi. Et puis, j'avais mon vélo qui était à l'extérieur, avec une valise quand même dessus, une petite valise pour mes affaires avec ma sœur qui était là. Et puis, je suis rentré, je suis passé sur le quai et j'ai pris un ticket de quai. Parce qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas aller sur le quai sans prendre un ticket. Je prends un ticket de quai et quand le train allait arriver, était annoncé, donc je rentre sur le quai, puis je reste juste au coin de la porte, et il y avait le responsable, le responsable de la gare, quoi, qui était à côté de moi, j'ai rien dit, et puis quand le train est arrivé, j'avais signé tous mes papiers là avant, puis j'attendais, quand le train arrivait, que tous les Allemands mettaient en joue le train, puis tout le monde regardait le train, j'ai donné mon ticket, puis je suis sorti. Je pense que celui qui m'a vu sortir, c'était un Français, il m'a laissé passer. J'ai pris mon vélo à l'extérieur, je suis allé chez mon responsable, un pasteur de Montbéliard, là. Je suis allé chez lui, on a pris ma carte d'identité, on l'a déchirée, elle est passée à la poubelle, puis il m'a fait une fausse carte. Il avait les éléments pour faire une carte. Alors, je m'appelais Pierre-Georges Rollinet. Alors, il m'a dit, on ne va pas compliquer,
on va t'appeler Pierre Georges. Georges, ce sera ton nom de famille. On ne veut pas faire tant de choses. Et puis, il ne faut pas que tu naisses dans le secteur, parce que il y aura peut-être des problèmes. Alors, je connais Javerlac, dans la Dordogne. Bon, alors tu es né à Javerlac, et puis tu es né 3 ans plus jeune. Hein? Au lieu d'être né en 22, j'étais né en 25. Alors j'avais une carte en ordre. Parce que du coup, vous deviez pas faire le STO si vous étiez né à cette époque-là, à cette année-là, c'est ça? Voilà. C'était arrangé pour que vous Voilà. ne soyez pas concerné. Voilà. D'accord. Alors là, le pasteur, il était directeur aussi d'un institut protestant de formation qui prenait depuis la 3e jusqu'au bac, à 20 km d'ici. Alors il m'a dit, ben, avec ça, tu vas là-bas, soute au Faunon, comme surveillant. Alors je suis parti, j'ai pris mon vélo, puis je suis arrivé là-bas. Alors là-bas, il avait prévenu le directeur, j'ai vu le directeur, j'arrivais sous un faux nom. Et puis, ils font le rassemblement de tous les élèves. Alors, dans les élèves, il y en a que je connaissais. Alors, on a cherché dans le rassemblement et on a fait sortir tous les élèves qui me connaissaient. Il y en avait une quinzaine. Et là, avec le directeur de là-bas, on a dit, ben, Rollinet, il n'existe plus, c'est Georges. Il vous fait confiance, bon, on espère que ça ne doit pas se savoir. Et je suis content parce que de tous les élèves, je sais qu'il n'y a jamais eu une fuite. Parce qu'il y en avait quand même un certain nombre. Voilà. Ouais. Il n'y a jamais eu une fuite, je l'ai su après, mais il n'y a jamais eu une fuite. Mais sur le moment, vous aviez très peur, j'imagine. Ben oui. Oui, parce que les papiers sont arrivés à la mairie, comme quoi j'étais parti en Allemagne, à sa préfecture. Alors, il y avait beaucoup de délations à cette époque-là? Comment non? Il y avait beaucoup de délations à cette époque-là, de gens qui... Non, mais enfin, moi j'aime autant que ça ne se sache pas, hein, vous savez. Et puis dans les villages, une fois que ça commence, tout se sait, vous voyez ce que c'est. Hein. Bon, alors, il y avait quand même un truc qui a été important. Oui. Ah, juste pour finir sur la gare, parce que cette histoire, elle est incroyable, c'était la gare de où? C'était quelle gare où vous vous êtes échappé, là, comme un voleur? Quelle gare? Vous savez, quand vous avez fait un faux départ? Oui. C'était à quelle gare? La gare de où? La gare de Montbéliard. La gare de Montbéliard. Oui, la gare de Montbéliard. D'accord. Oui. Et vous dites, il y a quelqu'un qui vous a laissé... Parce qu'en fait, vous vous êtes sauvé, ça paraît incroyable de pouvoir se sauver, en fait. Parce que vous dites que tous les Allemands étaient là, ils mettaient en joue le train, oui, etc. Oui, ils mettaient en joue, ils ne s'occupaient pas de ce que... Bon, de toute façon... Je m'en suis sorti. Mais c'était le plan de base de faire ce faux départ, ou alors ça vous a pris d'un coup en voyant le train arriver? Ah non, moi j'étais organisé pour le faire. Et j'étais allé voir plusieurs fois quand les camarades partaient comment ça se passait. Et puis c'est là que j'ai jugé que je pouvais le faire. Et je l'ai proposé à mon responsable, et puis voilà comme c'est passé. Bon, alors... à l'usine, au moment où j'avais repris à l'usine, un peu avant, on travaillait donc pour les Allemands. Et l'usine m'a demandé à moi de modifier, vous savez, quand on fait un travail d'usine, il y a des gammes de fabrication. Il faut expliquer tout le travail. C'est écrit, et puis il faut déterminer des temps. Et c'est ça qui fait le prix de la pièce. Hein? Telle pièce, il y a telle chose, ça coûte tant. Voilà. Alors, est-ce qu'on m'a demandé à moi pour que je modifie et que j'augmente ces temps? Parce qu'on travaillait pour les Allemands, alors je pense que l'usine s'est dit, ils peuvent payer un peu plus, parce que de toute façon, il y a quand même des pertes. Hein. Donc, alors j'ai fait ça. Bon. Et il m'avait mis en face de moi un interprète qui traduisait tout ce que je faisais. Je refaisais les gammes de toutes les pièces mécaniques de Sochaux.
je refaisais les gammes, je modifiais les temps en fonction de ce que je jugeais, parce que j'avais dans mes formations que j'avais eues un peu à l'usine après, j'étais capable, puisque c'est moi qu'on a choisi. Alors on s'est trouvés 3 mois, l'un en face de l'autre. Bon. Après, donc, je suis à Glé. Je suis à Glé dans ce collège-lycée, qu'on appellera comme on voudra, avec mission de former un groupe avec un autre professeur qui était déjà là-bas et que je connaissais, de former un groupe de résistance dans l'établissement, avec tous les internes. Il y avait des internes qui venaient de toute la France. Où se situe cet établissement? Il est où cet établissement? À Glé, à 20 km d'ici. Glé, A-G-L... G-L-A-Y. A-Y, d'accord. G-L-A-Y, voilà. Alors, bon, là, on a formé un groupe avec les élèves. Les élèves qui préparaient le bac, vous savez, il y avait 2 sessions à ce moment-là. Hein. Ouais. On a formé un groupe. Bon. Vous leur disiez quoi? Ah ben, on a formé le groupe. Ah ben, vous savez, c'était plutôt on n'a pas besoin de tellement demander. Hein. Les jeunes étaient partants. Étaient partants de faire de la résistance. Hein. Mais on avait encore... On ne faisait pas d'action. On avait un groupe formé. On avait un groupe, on avait toujours mis par l'intendance de la maison, toujours un pactage d'avance. S'il fallait qu'on parte pour un maquis ou quelque chose, c'était toujours ça. Mais on n'avait pas d'action définie. Encore, on n'avait pas fait d'action. Là, on est en 1940... Mais c'était prévu, ce groupe, pour préparer les parachutages qui devaient se faire un peu plus tard. Vous voyez, on préparait pour faire, aller récupérer les parachutistes, les conteneurs qui descendaient des parachutes. Ouais. Voilà, c'était notre groupe. Bon. Et il y avait des revolvers qui traînaient parce que les jeunes ont réussi à trouver des petites choses, c'est tout. Et un jour, on nous dit, il est arrivé des mitraillettes. Elles sont chez le professeur, qui habitait ici, au village à côté. Il faut aller les chercher pour que vous appreniez à utiliser la mitraillette Sten. Bon, alors, on se réunit, et puis on dit qui est-ce qui va y aller. Alors moi, c'était difficile, parce que pour tout le monde, dans la région, j'étais en Allemagne. Personne ne savait que j'étais là-haut. Si, mon épouse, c'est une des seules qui savait. Vos parents? Puis mes parents, ben oui. Il n'y avait pas beaucoup qui le savaient. Et puis les pasteurs, forcément. Alors, moi j'ai dit, je ne peux pas y aller. Alors on a désigné 2 élèves. Puis ils sont venus pour chercher, donc, mitraillettes, des grenades, enfin ce qu'il nous fallait, à se préparer pour... En sortant de 1 kilomètre après être sorti de chez le professeur, il tombe sur une patrouille allemande qui arrête. Ils étaient 2. Il y en avait un en vélo, qui avait donc une petite valise dans laquelle étaient des armes, puis l'autre était derrière avec un revolver dans leur poche. Ils avaient 16 et 17 ans, vous voyez, pour le couvrir en cas de... Oui, mais en cas de... il tombe sur la patrouille allemande qui arrête le premier. Bon, le deuxième, il n'a pas sorti ce revolver pour tirer sur les Allemands. Il est passé à côté, puis il est venu me prévenir. Hein. Alors il me dit, bon, ben voilà, Roger est arrêté. Tout de suite. Bon. Enfin, il a fallu agir. Hein. Je raconterai après.